bonsoir à tous. Alors, on va parler effectivement d'une approche un peu différente. On a beaucoup hésité d'ailleurs. Ah oui, pardon. On a beaucoup hésité d'ailleurs à proposer ce sujet, mais je pense qu'il est quand même au cœur du sujet de cette conférence. L'objet, c'est de dire comment je vais interpréter les événements ou les indicateurs que je remonte, comment je peux agir quand je suis face à ces indicateurs, alors que je ne connais pas mon SI. Bah oui, vous allez me dire c'est une question de bon sens. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple de connaître son SI. Pourtant, on retrouve ça comme une des premières recommandations du guide d'hygiène. On retrouve ça comme obligation dans la PSSI de l'État, y compris dans la LPM aussi. Donc c'est bien une évidence de devoir le faire. Alors, la présentation qu'on a construite avec Thibault vient d'une réflexion, d'une analyse que nous a commandée la NSSI, l'agence, pour essayer de produire un guide afin d'aider les administrations, les entreprises privées, à réaliser des cartographies de SI pour des besoins SSI. Donc on s'est appuyé sur l'expérience d'un échantillon d'administration et d'entreprise qu'on a été voir, sur une réflexion avec la DISIC, puisque la DISIC, la DSI de l'État, a eu une démarche d'urbanisation de l'État, donc on s'est appuyé sur ces modèles, et pour produire un guide qui, je l'espère, va prochainement être publié par l'ANSSI. Donc je vous propose quelques extraits de ce guide de principe, et je laisse Monsieur Soc vous présenter les besoins dans un premier temps. Eh bien, ça y est. Enfin, la direction a décidé de ne pas considérer que la sécurité ne sont que des firewalls et des antivirus. Donc, après avoir, pendant des années, mis le focus sur la protection, elle me demande maintenant d'être en mesure d'assurer, de garantir qu'on sera en état de détecter et de réagir si nous sommes attaqués. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais du coup, il va falloir que j'exploite forcément les informations qui remontent de mon système d'information. Il faut donc, à partir des événements, qui sont les premières choses qui vont remonter du système d'information à travers les logs, que je sois en mesure de détecter des anomalies à travers des sondes, des capteurs que j'aurai bien placés au bon endroit dans mon système d'information. Ensuite, je vais devoir qualifier ces anomalies pour finalement en retirer que des vrais incidents de sécurité. Et quand j'aurai déterminé ces incidents, il faudra que j'identifie les composants qui sont touchés, d'où provient l'attaque, où elle a pu se propager, si elle est ciblée sur des comptes particuliers, par exemple. Et bien sûr, une fois que j'aurai bien compris tout ça, il faudra que je sois en mesure de réagir d'abord en confinant le problème, pour éviter qu'il puisse se propager un petit peu partout, en qualifiant les impacts, et ces impacts-là, j'aimerais bien les avoir jusqu'au niveau métier, pour savoir quels sont les métiers qui vont être touchés, et ensuite essayer de restaurer une situation qui soit saine, et bien sûr, a posteriori, faire en sorte que l'incident ne puisse pas se reproduire. Et bien, pour faire tout ça, j'ai la conviction que j'ai vraiment besoin d'une cartographie. Une cartographie de mon système d'information qui va être un support et qui va, pour moi, s'avérer tout à fait indispensable. Un petit peu à l'image des pompiers qui, quand ils vont intervenir, ils vont toujours s'appuyer sur un plan d'intervention qui va être affiché dans les locaux, près de l'entrée, et qui vont indiquer finalement la configuration des lieux et ils vont permettre aux pompiers de faire leur travail et d'aller directement là où le problème se pose. Eh bien, pour moi, le SOC doit, comme les pompiers, disposer d'une cartographie. Donc ça, ce que je vous ai expliqué là, c'est quelque chose d'une vision très opérationnelle, finalement, de la cartographie, sur l'analyse, le traitement des événements. Donc une vision vraiment opérationnelle type SOC. Mais il y a aussi d'autres intérêts à disposer de la cartographie, et notamment pour faire le lien avec la présentation précédente, c'est d'essayer de contextualiser les indicateurs. C'est bien d'avoir des indicateurs qui vont montrer effectivement que j'ai des incidents, mais ce que j'aimerais, c'est être capable de positionner ces indicateurs dans la cartographie pour montrer où ça se passe et finalement où est-ce qu'il va falloir réagir. Ça me permettra, par exemple, de visualiser les composants qui sont touchés par une vulnérabilité
voilà, qui vient d'être publié, et de trouver les bons moyens pour me protéger. Et puis j'aimerais aussi, tant qu'à faire avec la cartographie, avoir une vision de la cohérence finalement des mesures de sécurité que j'ai mis en place, être capable de m'en assurer en le confrontant par exemple à des chemins d'attaque. Voilà ce que j'attends d'une cartographie globalement. Mais de quoi disposons-nous vraiment aujourd'hui pour faire ça? Alors, donc, en général, qu'est-ce qu'on a? On a un inventaire patrimonial au niveau des achats qui vont nous donner éventuellement une liste des machines. On a un inventaire des postes de travail qui vont être remontés, par exemple, par des outils antivirus de supervision, des choses comme ça. Un inventaire des comptes au niveau de l'AD, par exemple, enfin d'un annuaire. On a des listes de logiciels qui remontent. Mais bon, tout ça est une masse d'informations dans laquelle il faut évidemment mettre de l'ordre, et dans lequel il faut compléter pour que ça ait un sens sur un plan sécurité. Donc pour ça, travailler avec la production pour vérifier que cette liste est correcte, identifier les caractéristiques comme les technologies utilisées, les différentes interfaces, travailler avec les architectes pour établir des objets réseau et leurs liaisons. Donc bon, on voit bien que l'outil automatique remonte pas tout. Alors il y a une autre approche que certains confrères ont utilisée, qui n'est pas une approche technique comme celle que je suis en train de présenter, mais qui est plus une approche fonctionnelle, c'est-à-dire l'idée est d'utiliser par exemple au travers des démarches projets, quelquefois même au travers de démarches PCA, et à travers ces démarches d'essayer de construire des modélisations de processus, de fonctions, d'applications, donc d'être plus au niveau fonctionnel des métiers, des chefs de projet. Problème, souvent, c'est que la sécurité n'apparaît pas dans ces démarches-là, ou très très peu. Bon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est sûr que ces deux approches sont pertinentes, et de toute façon, elles doivent être liées si on veut répondre aux besoins que M. Sock a exprimés. Le meilleur élément de liaison, c'est l'application. Mais alors, le problème se pose entre le concept d'application pour une MOE et le concept d'application pour une MOA. Les finalités de ces deux populations n'étant évidemment pas les mêmes. Bon, mais revenons peut-être au sujet qu'est la SSI. Et Monsieur Sock, exprimez-nous quels sont vos besoins prioritaires. Pardon. Alors le premier besoin que j'ai, c'est d'avoir vraiment une vue logique qui va représenter, grosso modo, on voit bien sous-jacent le réseau interne de l'entreprise, le réseau externe qui va se trouver sur la droite, que ça soit Internet, que ça soit des accès pour les partenaires. Je vais vouloir voir les interconnexions entre les différentes zones du réseau, les équipements de filtrage, les équipements de sécurité, les sondes, voilà, qui sont positionnés dans mon architecture, dans ma cartographie, et également tous les serveurs de services type DNS, DHCP, qui peuvent également être la cible d'attaque. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de le minimum vital, j'ai envie de dire, c'est quand même d'avoir ça sur la base de mon système d'information. Et avec ça, je vais pouvoir effectivement positionner mes sondes au sens source de log. Je vais pouvoir identifier où je vais prendre les logs qui m'intéressent, aux endroits les plus stratégiques. Je vais être capable de reconstituer un scénario d'attaque en essayant de montrer par où justement l'attaquant est passé, quelle trace il a laissé à chaque rebond, et ainsi donc avoir la vue globale sur l'attaque. Je vais pouvoir aussi chercher d'autres traces sur des équipements qui sont un petit peu adjacents pour essayer de voir quel est l'impact finalement de cette attaque, de cette intrusion, et savoir s'il n'y a pas eu effectivement aussi des effets collatéraux. Et puis, je vais être capable de réagir, c'est-à-dire de déterminer finalement les actions que je vais devoir entreprendre pour circonscrire le problème. Et ça, je vais pouvoir le voir, mais le voir visuellement, et ne pas avoir une réaction qui soit surdimensionnée par rapport à effectivement l'attaque elle-même. Et puis après, je pourrais, une fois que j'aurai bien compris comment l'attaque s'est réalisée, ajuster mes mesures de sécurité, ajuster mes règles de firewall, rajouter quelque chose à un endroit, de manière à avoir une protection plus importante. Donc ça, c'est vraiment la vue de base qui m'est vraiment indispensable. Mais si je veux aller plus loin, par exemple, dans le cas de compromission d'un compte administrateur, je vais avoir besoin d'une autre vue. Tu peux avancer ? Voilà.
Et finalement, ça, c'est une représentation un petit peu structurée des domaines d'administration. Donc structurée en forêt, en domaine, voilà, avec une arborescence et surtout avec des liens d'approbation qui existent entre les différents domaines et qui peuvent être le support à une compromission. Donc concrètement, si j'ai un compte d'administration qui est compromis, je vais être capable de savoir dans quel domaine il intervient, donc quel droit, quel pouvoir de nuisance il va avoir, et ensuite je vais pouvoir vérifier s'il n'y a pas par hasard des relations d'approbation qui permettraient à cet intrus de se répandre dans un autre domaine et donc agir sur une autre partie du système d'information. Voilà. Mais au-delà de ces deux vues là qu'on vient de voir, la vue logique d'une part et la vue des domaines d'administration, est-ce que, Monsieur Carto, vous en auriez d'autres à me proposer ? Alors effectivement, on peut rester à ce niveau technique, c'est déjà pas mal. Toutes les entreprises ne sont déjà pas à ce niveau de maturité, mais on peut aussi intégrer vos besoins, là, ceux-là, dans une démarche qui est, elle, plus globale. Alors pour ça, on a repris le modèle du CCU, c'est-à-dire du cadre commun d'urbanisation qu'a publié la DISIC en 2012, et qui comprend les 5 couches stratégie, métier, fonctionnel, applicatif et infrastructure. Et on a essayé, dans ces couches, d'intégrer les aspects sécurité. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire d'avoir lorsque moi, j'ai besoin d'intervenir, lorsqu'il y a une attaque, lorsque j'ai besoin d'agir, lorsque j'ai besoin d'isoler un système. Donc on a dissocié, en fait, on a transformé les 5 couches en 7. On a dissocié la couche infrastructure en logique physique, et on a ajouté une couche domaine d'administration, dont Thibaut vous a montré un exemple. Donc, l'idée, pour construire ces différentes couches, c'est de partir de l'applicatif et de demander au chef de projet, au métier, donc pas à la sécurité, de remonter de ces couches. Par exemple, d'avoir au niveau applicatif d'identifier des applications critiques, de remonter au niveau fonctionnel pour identifier les données sensibles qu'il y a dans ces applications, de remonter pour avoir les processus critiques, et enfin de remonter au niveau stratégique pour avoir les enjeux de sécurité qui sont liés à ces processus, ces données et ces applications. Les exploitants, quant à eux, donc on retrouve les deux démarches de tout à l'heure, deux approches de tout à l'heure, eux descendent. Donc les exploitants, la production, elle peut identifier à travers ces applications critiques quelles sont les zones d'administration qui sont concernées, quelles sont les plages IP au niveau logique qui sont concernés, et enfin sur quelles machines ça tourne, quels sont les locaux qui hébergent ces machines. Donc ce qu'on a défini en regard de ce cadre commun d'urbanisation, c'est à l'intérieur de chaque couche 2 choses. Un inventaire qui permet d'identifier les différents objets qu'il est intéressant de récupérer avec un niveau de priorité. Parce qu'on sait que la démarche est complexe et qu'on ne peut pas tout relever d'un coup d'un seul. Donc on a mis des niveaux de priorité. Et puis ensuite, on a créé aussi dans ces couches des schémas. Un peu à la mode Visio, un peu des schémas de ce style, en identifiant dans chacun de ces schémas les objets qui seraient intéressants de représenter dans chacune des couches. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait souvent une surabondance des objets. C'est-à-dire qu'on obtenait des schémas qui devenaient illisibles ou incomplets. Exemple, on mettait des machines physiques, des machines virtuelles, des solutions de secours, la nature des flux, les services réseau et j'en passe. Et donc ça devenait des schémas incompréhensibles. Et on perdait finalement la finalité et l'intérêt du schéma. Ouais, c'est bien beau ces couches, mais comment on peut faire le lien entre les différentes couches justement ? Alors effectivement, c'est un troisième objet, c'est un troisième élément, qui est certes complexe, qui est de faire le lien, de trouver des éléments, des passerelles, des pivots, qui vont permettre de passer d'une couche à l'autre. Donc par exemple, là, dans l'exemple qui est là, vous avez au milieu, dans la vue applicative, le service applicatif qui va implémenter une fonctionnalité, ce qui me permet de remonter sur la couche fonctionnelle. Vous avez l'application qui appartient à une zone d'administration. Vous avez là le lien avec le domaine d'administration. Et vous avez enfin un module applicatif qui, lui, est déployé sur un serveur. Le lien avec la vue logique. Donc, par exemple, ici, si le serveur est compromis, j'ai plus qu'à remonter mes couches et à trouver les impacts de chacune des couches et de manière à pouvoir agir correctement. Alors, ce modèle, évidemment, vous avez bien compris, ça demande beaucoup d'acteurs, des acteurs différents, et ça nécessite forcément un référentiel commun, une nomenclature, des règles de nommage communes.
des descriptions homogènes entre ces différents acteurs. Donc la plupart du temps, si on veut réussir ce genre de choses, c'est un fort accompagnement. Un accompagnement, un support de proximité. Pour éviter, par exemple, que certains mettent trop de détails dans leur description, ce qui ferait que l'information serait rapidement obsolète, ou très compliquée à mettre à jour. Donc un support de proximité au chef de projet, mais aussi à la partie technique, exploitant, production. Alors, il est évident que ces liens avec Excel, là, Excel ou n'importe quel tableur, on touche à la limite, là. Il faut un outil. Alors, la DISIC, elle recommande Mega. Pourquoi ? Parce qu'elle a notamment demandé, d'ailleurs, à l'éditeur de faire une base spécifique pour mettre en place, décrire le cadre d'urbanisation de l'État. Et Mega marche bien. Je n'ai pas dit que c'était le seul. Ok, mais tous ces liens-là qui vont dans tous les sens, mais c'est mission impossible. On va jamais y arriver à maintenir tout ça dans le temps en plus. Oui, alors, c'est sûr, c'est chronophage. C'est chronophage et ça fait même peur. Alors, c'est pour ça qu'on a imaginé dans ce guide une démarche progressive. Une démarche progressive qui permet à un monsieur SOC, que vous êtes, ou à un RSSI, de pouvoir agir seul, sans être obligé de rentrer dans un projet comme ça qui, si ça se trouve, n'existe pas dans son organisme ou son entreprise. Donc on a imaginé un niveau 0, un niveau 1. Alors niveau 0, c'est juste avoir une liste de contacts, c'est déjà pas mal de savoir qui avertir quand il se passe quelque chose. Et puis un niveau 1 qui correspond finalement à la vision qu'ont les experts quand ils interviennent sur des attaques. Notamment le COSI, on a eu beaucoup de réflexions avec le COSI à l'ANSSI, qui est l'entité qui se charge d'intervenir lorsqu'il se passe quelque chose dans les administrations. Et donc ce COSI, on a vu avec eux, on s'est tombé d'accord sur le fait que ce qui est absolument nécessaire, c'est certes la liste des contacts, la liste des applications, certes, mais aussi les points d'accès externes et les domaines d'administration que Thibaut vous a montré. Et ça, il n'y a pas besoin d'outils complexes. Alors, on peut faire ça sur un périmètre réduit, puis étendre le périmètre, selon ce qui est le plus critique, évidemment, pour le métier, mais aussi selon ce qui est le plus exposé. Ou en utilisant un autre critère, qui est par exemple la durée de vie plus longue, où on ne va pas s'occuper d'un système qui va changer dans très peu de temps. Voilà. Alors, si on est courageux, on peut s'atteler aux autres niveaux de maturité, donc qui se complexifient en couches et en liens, et rentrer dans un projet. Alors, en général, ce n'est pas le monsieur SOC ou monsieur RSSI qui va lider ce type de projet. Ça, c'est sûr. C'est en général des urbanistes. Alors, attention à une chose, les urbanistes n'ont pas toujours la notion de ce qu'est la sensibilité de l'information dans ce type de carto. Donc, attention à ça. Attention à ne pas avoir trop grand aussi, parce que le SOC, monsieur SOC, vous allez être un client de ce gros projet, il ne faut pas avoir trop grand. Ce qui marche bien, c'est mettre dans les démarches de développement de projet, les cycles de vie des projets, des jalons obligatoires qui remontent l'information vers la carto. Dans les processus de mise en production, de mettre encore une fois des jalons obligatoires de remontée d'informations vers la carto. Et pas oublier les externes aussi, les sous-traitants, mettre dans les contrats le fait qu'on veut qu'ils nous fournissent un certain nombre d'éléments qui puissent nourrir également notre carto et éviter le shadow IT, entre guillemets. Est-ce que c'est clair ? Je crois que j'ai bien compris. Donc la cartographie, elle doit... Si tu peux avancer. Excuse-moi. Elle doit d'abord se concentrer sur les annuaires. C'est effectivement avoir les contacts, savoir qui appeler en cas d'urgence, c'est le minimum. Et ça pour chaque partie du système d'information. Je vais me concentrer aussi sur les biens critiques, leur localisation, savoir où ils sont. Et puis après rajouter des choses comme les points d'accès externes, les domaines d'administration. Donc ça c'est le minimum et finalement je vais pouvoir commencer demain à travailler sur ce sujet-là. Mais je dois admettre que même imparfaite, même si elle est à grosse maille, même si elle est parcellaire, la cartographie va m'être utile. Elle va m'être utile pour positionner mes sources de log et mes collecteurs. Elle va m'être utile pour qualifier un incident et réagir de manière proportionnée en impliquant les bonnes personnes et pour également assurer la cohérence des mesures de sécurité que j'ai pu positionner dans mon système d'information. Dans un concept de défense en profondeur que je vais pouvoir visualiser sur une carte. Et enfin, je pourrais
puisque j'ai maintenant des indicateurs qui sont d'ailleurs normalisés, eh ben, les positionner dans cette cartographie et comme ça avoir un résultat encore plus parlant que je pourrais partager, bien sûr avec les gens du technique, mais aussi avec la direction des systèmes d'information et peut-être même, si j'arrive à remonter jusqu'au niveau métier dont on parlait tout à l'heure, avec la direction générale. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment que je me rapproche des architectes urbanistes. C'est eux qui devraient me fournir la matière et maintenir cette matière dans le temps, ce référentiel qui doit être unique et partagé, justement, être mutualisé entre les différentes fonctions de l'entreprise. Et demain, mon SOC sera outillé avec des représentations temps réel, à l'image des NOC qui en bénéficient déjà depuis plusieurs années, depuis longtemps. Bon, ici, je veux en savoir plus alors sur cette cartographie et comment je vais l'utiliser. Juste pour terminer, vous inquiétez pas, Madame me met des pancartes. Non, donc l'ANSSI va publier le guide, probablement fin de l'année, début d'année 2015. Je ne maîtrise évidemment pas les délais de l'ANSSI, je ne répondrai pas à sa place. Et puis nous, évidemment, on a des experts SI, des experts SSI, ce qui fait des bonnes équipes pour vous aider dans ce type de projet. Voilà. Merci. Merci.